Bonjour et bienvenue sur le podcast AI for You. Et cette semaine, je reçois Thomas Gouritin, qui est formateur, conférencier en intelligence artificielle et chatbot, mais aussi Head of Product et cofondateur de Assispeo. Ensemble, on va discuter des chatbots, cette technologie qui crée beaucoup d'excitation, mais aussi de désillusion auprès des entreprises qui essaient de les intégrer. Thomas va très clairement nous expliquer ce qui est possible d'attendre d'un chatbot et ce qui relève du fantasme. Il va aussi nous expliquer qu'un chatbot réussi ne veut pas forcément dire intégration de machine learning et va bien insister sur ce point. On va aussi discuter de son rôle de conseil et de formateur, mais également de son rôle dans Assispeo, donc sa dernière boîte qui développe un chatbot spécialisé dans le suivi post-opératoire. L'interview va se finir en discutant plus particulièrement de sa chaîne YouTube. Le nom est Regard Connecté. Dans cette chaîne, Thomas va à la rencontre de professionnels de la tech dans des interviews passionnantes. Je vous encourage tous à aller vous abonner. Vous trouverez énormément de contenu via des interviews donc professionnelles sur divers sujets allant de l'éthique à la médecine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me permettra de faire rayonner mon contenu toujours plus largement et m'aider à créer toujours plus de contenu de meilleure qualité. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Thomas. Hello Thomas et bienvenue sur le podcast. Hello Morgan. Donc avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Alors, merci pour l'invitation déjà. Donc Thomas Gouritin, moi je suis consultant, expert, chatbot, intelligence artificielle et cofondateur d'une solution qui s'appelle Assispeo, qui est un assistant de santé intelligent pour le suivi post-opératoire. Mon parcours, je suis passé rapidement par Centrale Lille et ensuite je me suis intéressé à tout ce qui pouvait avoir trait au sujet du numérique, notamment du côté des agences de publicité, de marketing sur les réseaux sociaux. On commençait à faire de l'automatisation à ce niveau-là. Et petit à petit, évidemment, cet attrait pour comment parler à des audiences particulières, plus l'automatisation, le chatbot, on y arrive assez vite. Donc, c'était comment réussir à mixer ces deux intérêts pour la technologie. Voilà, pour le coup, la technologie même pure et dure, sur des sujets de recherche, etc. On pourra en reparler après. Mais surtout sur son application concrète sur des sujets du quotidien. Donc, j'ai parlé, on en reparlera sans doute, d'Assispeo pour la santé. Mais voilà, c'est partir de solutions techno pour faire des vrais sujets avec des vrais produits qui vont servir à des vrais gens. C'est un petit peu ça le fil conducteur de mon parcours. Et j'ai vu qu'au début, tu avais quand même pas mal d'attrait aussi pour l'entrepreneuriat avant du coup de numérique. Du coup, comment ça s'est emboîté un peu ça, de se dire tiens, j'ai envie d'entreprendre et après le numérique ça m'intéressait ou le numérique ça m'intéressait, l'entrepreneuriat, comment ça s'est un peu fait dans ton parcours ça? L'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressé, mais j'ai commencé par me faire de l'expérience dans des boîtes, notamment une agence social media à Lille, dans laquelle j'ai pu gérer des projets en national, à l'international aussi, avec des sujets d'automatisation. Sur Twitter, notamment, on a bossé pour la Coupe du Monde de basket en Espagne. Alors, c'est 2014, à l'échelle du numérique, c'était il y a 1000 ans, mais on commençait à faire des choses assez intéressantes, à gérer des projets d'automatisation à l'international, comme ça, et ça m'a donné envie ensuite de poursuivre et de poursuivre de mon côté à ma façon, et donc d'entreprendre. Et donc c'est comme ça que j'ai monté ma première société, qui est une société de conseil assez classique, entre guillemets, où c'est moi tout seul qui met à profit toute cette expérience et l'expérience que j'ai acquis au fil du temps. Ça va faire 6 ans cette année que je suis à mon compte. Et petit à petit, comme ça, j'ai rencontré pas mal de gens jusqu'à la rencontre avec le docteur Wolfeller sur le sujet Assispeo dans la santé. Voilà, des projets comme ça sur lesquels je vois un intérêt qui me permet d'aller plus loin que le conseil, parce que le conseil, c'est très bien, on fait beaucoup de choses, mais souvent, il manque la partie mise en pratique. Donc, c'est aussi ça, ce côté entrepreneur, pour pouvoir monter un produit, monter un projet, le suivre et le mettre en application concrète sur le terrain. Donc dans ton parcours, on voit que finalement, ça fait 5 ans, 6 ans, du coup, tu travailles sur les chatbots, l'intelligence artificielle, etc. D'où c'est venu cet intérêt pour les chatbots? Moi, j'aime beaucoup déjà le côté conversation.
Ça m'a beaucoup intéressé sur mes premiers jobs où je bossais en agence social média. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est déjà ça, c'est de la conversation. Là, ça va encore plus loin, du coup, sur cette conversation automatisée, mais pas conversation automatisée partout, pour tout, tout le temps. C'est justement de pouvoir avoir cette bonne brique, cette bonne dose d'intelligence, alors plus ou moins intelligente et plus ou moins artificielle, on pourra y revenir, mais en tout cas de automatiser là où ça peut être intéressant pour apporter de la valeur, faire gagner du temps, faire gagner de l'argent, pourquoi pas, quand on est sur des sujets marketing. Mais voilà, en tout cas, pouvoir avoir ce côté interactif aussi de la conversation. Je me suis pas lancé dans le chatbot en me disant on va passer le test de Turing, on va monter un truc qui va être capable de répondre, de faire passer le test de Turing comme ça demain ou après-demain. Ça, c'est les sujets de recherche. Même Google, avec ses milliards, n'y arrive pas. Donc voilà, restons quand même focus sur des choses qui peuvent être mises en pratique. Mais malgré ça, malgré cet objectif qui peut paraître un peu plus terre à terre que de faire une machine supra intelligente, malgré tout, on est quand même capable d'apporter beaucoup de valeur et de faire avancer les choses à notre petit niveau sur des sujets comme ça, avec cette nouvelle interface de conversation. Alors aujourd'hui en texte, demain à la voix quand ça fonctionnera un petit peu mieux. Mais voilà, ce côté conversation très direct avec l'utilisateur qu'on a en face de nous, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et ça allait assez bien avec le parcours que j'avais, aussi bien du côté technique, que j'ai creusé du coup pour aller un peu plus loin, notamment sur les sujets de data et d'IA, et ce côté éditorial de comment va parler le robot, comment on parle aux gens, qui était un peu dans la continuité finalement de ce que je faisais déjà sur les réseaux sociaux. Et je suis un peu curieux, durant 5-6 ans, finalement, ça paraît assez court, mais enfin, assez long ou assez court, ça dépend dans ce qu'on voit. Mais en technologie, c'est assez court. Est-ce qu'il y a eu vraiment une grande avancée sur les techniques qu'on utilise en chatbot, ou est-ce que finalement on utilise un peu toujours les mêmes choses, un peu améliorées à chaque fois, tous les ans, dès qu'il y a des choses qui arrivent de la recherche vers la pratique? Parce qu'on sait qu'en machine learning, finalement, il y a cette chose où en fait il y a de la recherche à l'entreprise, ça se fait assez vite finalement. Est-ce que c'est le cas aussi pour les chatbots? Alors, dans la théorie et dans la recherche, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, avec des directions qui ne sont pas forcément toujours les bonnes, mais au moins il y a des essais qui sont faits, notamment sur les grands modèles de données, les transformers, etc. Est-ce que c'est suffisant, GPT-3 et tout ce qui va avec, pour faire vraiment du langage qui comprend pour de vrai ce qu'il y a dans une phrase ou ce qu'il y a dans du texte parlé? Ça, c'est sujet à débat. Mais ça prend beaucoup plus de temps à arriver dans la pratique. Quand tu parles de 5 ans, il y a 5 ans, on avait déjà des concepteurs de solutions, d'éditeurs de logiciels, hein, tout simplement pour créer un chatbot qui vendait déjà des solutions avec du machine learning dedans, deep learning même, pourquoi pas, parce que ça faisait plus vendeur, qui en fait était simplement un modèle de recommandation qui fonctionnait avec des mots-clés, voire un petit peu plus amélioré avec du mot-clé, mais ça pouvait suffire à faire le job dans beaucoup de cas. Et dans d'autres cas, quand c'était un peu trop survendu, les clients étaient un peu déçus. Et souvent, j'arrivais en pompier il y a 4-5 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a contractualisé avec cet éditeur qui nous a promis plein de choses. Il nous a mis son logiciel avec une licence dans les mains, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et sur les technos, il n'y a pas eu, de ce côté-là, en tout cas du côté purement de chatbot, il n'y a pas eu de grand bouleversement. Les interfaces des éditeurs, il y a déjà eu beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés, avec des solutions qui vont de la détection de mots-clés jusqu'à la détection d'intentions et d'entités un peu plus compliquées pour aller chercher vraiment ce qui se passe dans les phrases. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Et donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés avec simplement pouvoir construire des arbres de conversation. Pourquoi pas récupérer quand même ce que nous dit l'utilisateur pour pouvoir utiliser cette donnée-là pour faire avancer le parcours ou pour aller faire une recherche dans une base de données, etc. Mais ça, on peut le faire avec des outils qui sont no-code finalement. Et là où ça devient intéressant, c'est d'aller plus loin sur la détection d'intention. Parce que, je ne sais pas si tu as fait des tests sur les chatbots depuis quelques années, enfin, souvent, quand on pose une question, même qui est une question fermée, où tu dois répondre oui ou non, par exemple, tu cliques oui, tu cliques non, ça va. Si tu veux taper du texte, tu écris oui, tu écris non, déjà il est planté. Donc, problème.
Donc sur l'intelligence, on repassera. Mais c'est simplement une problématique d'outils qui n'est pas forcément bien conçu parce que ce n'est pas très compliqué. Et il y a beaucoup d'outils maintenant aujourd'hui, heureusement, qui le font, de se dire si je détecte quelque chose qui ressemble au texte de mon bouton, je vais faire avancer la conversation dans le sens qu'il faut. Et c'est là-dessus où il y a eu des changements. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui ne sont plus là, forcément, parce que c'est toujours la même chose. Au début, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de faire des choses, mais au final, on se rend compte que tout le monde fait plus ou moins la même chose. Il n'y a pas de gros aspects différenciants, je trouve en tout cas, sur ces différents éditeurs. En gros, tu as l'éditeur avec des arbres assez simples et la détection de mots-clés. Tu as ceux qui vendent des solutions de chatbot en foire aux questions plus ou moins dynamiques, où on remplit une base d'intention, une base de connaissances, en gros, pour faire simple sur un e-commerçant, pour s'il y a une personne qui vient te dire dans le chat j'ai oublié mon mot de passe, par exemple, et ben on met les diversions qu'a l'utilisateur de nous dire j'ai oublié mon mot de passe. En face, on met la bonne réponse ou la bonne page vers laquelle diriger, et comme ça, on construit petit à petit. Et ensuite, la version après, qui va un peu plus loin, où on se dit qu'on a un outil qui nous permet de concevoir ces fameux arbres de conversation, parce que la foire aux questions, c'est une question, une réponse, ce n'est pas une conversation. C'est vraiment juste une question, une réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la conversation, donc avec un début, une fin, ou pas de fin, mais en tout cas, on sait pourquoi il n'y a pas de fin, et on arrive à sortir vers un agent humain, pourquoi pas, vers un numéro de téléphone, vers un callback de quelqu'un qui rappelle, peu importe, selon les cas. Mais au moins, ces cas-là sont définis. Et donc, avec ce squelette, autour de ce squelette, on va venir brancher la détection d'intention pour apporter le bon contenu à la personne qui nous tape ce texte-là, qui n'est pas uniquement du clic sur un bouton, mais qui est du texte donné par l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur une intention comme ça? Ce qui peut venir au cours de ton arbre. Tu as prévu plein de choses, tu es content, sauf que tu sais très bien, et ce n'est pas que sur la conversation, l'utilisateur, évidemment, il ne va jamais là où... En tout cas, jamais exactement là où on veut l'emmener. Si on se débrouille bien sur de l'arbre bien fait, on y arrive quand même, par la conception et par la façon dont parle le robot, à guider quand même l'utilisateur. Mais globalement, il faut quand même prévoir des conditions de sortie. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aller brancher de la personnalisation. Soit tu te dis, j'ai un super modèle de data, je sais que l'utilisateur avec qui je converse, j'ai quelques infos sur lui, de profil par exemple, et donc du coup le texte que je vais lui donner sera différent de si c'était son voisin. Ça c'est faisable, pourquoi pas. Mais on peut surtout se dire que globalement les personnalisations, pour te donner un exemple très concret, notre robot d'assistant de santé post-opératoire, selon l'opération que tu as eue, évidemment si tu te fais arracher des dents ou si tu te fais remplacer une prothèse de hanche, il vaut mieux le savoir dans les conseils qu'on va te donner. Et surtout, il peut y avoir des choses qui changent. Par exemple, si tu demandes, c'est une question souvent posée, qui est, après cette intervention-là, c'est est-ce que je peux reprendre le sport, par exemple. Alors encore une fois, que ce soit une extraction de dents de sagesse ou un changement de prothèse de hanche, évidemment, la réponse est différente. Mais surtout, le jour où on est, la réponse est différente. Si tu poses la question à ton assistant de santé, comme tu la poserais à une infirmière ou à ton chirurgien, le lendemain de l'opération, évidemment, on va te dire non. Par contre, si tu viens poser ta question 3 jours après, 10 jours après, 20 jours après, les recommandations vont changer. Et donc, c'est des recommandations médicales qui ne sont pas construites par un algorithme qui va aller piocher des infos sur Google ou des infos dans des docs médicales, mais on suit le protocole et on est capable d'avoir des personnalisations. Donc là, c'est assez concret, c'est assez facile à comprendre. Tu peux imaginer la même chose sur des sites e-commerce, avec, on sait que ce client-là, ou en tout cas l'utilisateur qui est sur le site, est allé voir des pages qui parlaient de tel sujet sur mon site depuis quelques semaines. Nous, on avait fait un exemple comme ça sur un POC pour de la banque. On savait que la personne avait vu visualiser des pages de crédit auto, par exemple, sur un site de banque. Au lieu de lui demander en 3 questions dans ta conversation, quel est le type de produit qui t'intéresse, est-ce que c'est un crédit d'épargne, ok c'est un crédit, crédit IMO, crédit auto, etc. Tu lui dis directement, alors sans que ce soit trop intrusif, mais tu lui dis directement, j'ai l'impression que tu es intéressé par le crédit auto, est-ce que tu veux qu'on fasse une simulation de combien tu as besoin? Et comme ça on va plus vite, on fait la simulation avec lui et on espère le transformer derrière. Mais voilà, il y a plein de niveaux, et ça, pour reprendre ta question du tout début, c'est des outils qu'on peut développer complètement à façon. On part d'un outil qui nous permet de faire le squelette,
On ajoute des API pour aller chercher les infos qui vont bien, soit dans une data management platform si on est sur un site e-commerce, soit dans une base de données, là, patient par exemple, dans l'exemple que je te donnais. Mais après, finalement, on fait ce qu'on veut là-dessus et on vient brancher les outils dont on a besoin. Si on veut aller plus loin, pour prendre un exemple comme oui SNCF par exemple, je ne sais pas si tu as testé leur outil conversationnel qui fonctionne bien pour le coup, qui est un des très bons exemples. Tu peux lui dire je voudrais un billet de train pour demain pour aller de Lille à Bordeaux. Donc il va comprendre la date, il va comprendre que demain c'est la date de demain, etc. Et c'est plutôt bien géré. Tu n'es pas obligé de lui dire précisément la chose. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en plus d'avoir des arbres qui leur disent bah, là il faut que je donne un billet, là il faut que que je lui donne le lien pour aller réserver, ils ont branché un outil en plus pour la compréhension de justement ce texte, qui est une compréhension beaucoup plus fine que juste de comprendre j'ai mal aux dents, par exemple. Et donc, selon ton besoin, tu vas aller chercher la bonne solution technique et rajouter les briques comme ça. On n'a pas besoin d'avoir toutes les solutions de dernier cri de machine learning pour faire un parcours assez simple sur un site e-commerce, par exemple. Mais on est capable, techniquement, on serait capable d'aller brancher un peu tout ce qu'on veut. Donc, du coup, pour les gens qui nous écoutent, finalement, le chatbot, c'est pas vraiment juste un modèle que l'on entraîne un petit peu comme on ferait un modèle machine learning, c'est plutôt un produit. Et dedans, en fait, il y a pas mal de briques. Si on veut que, par exemple, il cherche l'information directement sur Internet quand il n'y a pas en base, c'est une brique qu'on peut rajouter. S'il peut aller directement aller taper dans la base de données de l'entreprise en elle-même pour chercher des données, il peut le faire, mais c'est des choses du coup qui sont optionnelles et qui sont c'est pas juste un robot finalement que l'on va entraîner, qui va juste être entraîné à dialoguer. C'est derrière, il va faire appel à pas mal de services auxquels il peut accéder pour mettre en relation plus facilement un utilisateur avec un service spécifique. C'est ça, et c'est la version pragmatique de se dire, en fait, le chatbot, c'est pas un sujet technologique à la base, en tout cas. On peut y brancher plein de techno si on veut, mais c'est avant tout un sujet d'expérience utilisateur. Comme quand tu crées une application mobile, c'est le même principe finalement. Alors après, évidemment, il y a des technos qui viennent se brancher, mais c'est avant tout de savoir quel service tu veux rendre, par quelle étape tu dois passer pour le rendre, et qu'est-ce que tu as à ta disposition. Évidemment, dans le meilleur des mondes, quand on veut entraîner un chatbot, on a 6 mois d'historique d'échange avec le service client ou des choses comme ça. On a les analytics du site pour savoir exactement où l'utilisateur va, quels sont ses sujets d'intérêt, etc. Si on va aller même encore plus loin, c'est des choses qu'on commence à faire, d'aller chercher, mapper un peu ce qui se passe sur Google sur les questions qui ressemblent, pourquoi pas. Voilà, on peut faire plein de choses techniquement, mais le principal, c'est vraiment de commencer par se centrer sur qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre service, comment on va le rendre. Et le sujet dont tu parlais tout à l'heure, de dire entraîner un robot pour discuter de tout et de rien, ça, c'est la recherche, c'est des fantasmes. Concrètement, sur le terrain, c'est avant tout une réflexion sur l'expérience. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire souvent en équipe, même de services qui ne sont pas du tout tech, et de se dire, OK, vous connaissez votre client, votre utilisateur, votre patient, etc. À quel endroit c'est intéressant pour lui d'avoir un outil qui lui facilite la vie et qui serait sous une interface. D'ailleurs, on peut se dire au bout de 2 heures de workshop qu'en fait, ce n'est pas un chatbot, ça peut être autre chose. Mais s'il se trouve que c'est un chatbot, c'est bon, bah, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et qu'est-ce qu'on a en entrée? Si on a plein d'historiques pour entraîner nos algos de détection d'intention, tant mieux. Sinon, on se débrouille pour le faire autrement. Si on a plein de données, une grosse base de connaissances, une foire aux questions bien construite, etc., pour aller piocher dedans, bon, encore une fois, tant mieux. Mais sinon, bah, c'est des choses qu'on peut construire. Et donc, cette acculturation à la data, est-ce que tu as vu durant les 5 ans, une évolution sur en tout cas les clients que tu as pu rencontrer sur leur façon de réfléchir et de savoir est-ce que derrière ce qu'ils avaient en tant que chatbot, c'était vraiment ce qui est réel ou quand on regarde un site, est-ce que vraiment quand ils pensent chatbot, c'était vraiment une conversation, un robot intelligent qui fait ça, ou est-ce que c'était vraiment juste un service qui permet de résoudre un problème bien précis? Ça dépend vraiment du niveau de maturité et surtout des interlocuteurs qu'ils ont pu avoir en phase 2 avant. Exemple tout bête, c'est si un directeur marketing, un directeur com, pour lui, chatbot, surtout il y a 5 ans, c'était bah, mon concurrent en a lancé un, il faut que j'y sois.
où c'est justement personne n'en a lancé dans notre secteur, il faut qu'on soit les premiers. Qu'est-ce qu'on va faire avec? J'en sais rien, débrouillez-vous, mais il nous en faut un. Donc là, déjà, c'est mal parti. Enfin, c'est mal partie où c'est une bonne chose parce que là, dans ces cas-là, si on a le temps de le faire bien et de bien faire ces phases de conception, on est capable de sortir quelque chose qui tient la route. Mais souvent, ce qui a été fait, c'était de se dire, il y a un vendeur d'éditeurs dont on parlait tout à l'heure, un éditeur de solutions qui vend de la foire à questions dynamique. Je vais faire la version entre guillemets simple et se dire, je vais mettre un chatbot sur mon site pour remplacer les téléconseillers, par exemple. Et donc, on fait de la question-réponse. On espère que ça fonctionne à peu près. Et puis, je vais le tester, ça fonctionne parce que je connais le métier et que je sais comment il était configuré. Par contre, le premier utilisateur qui vient, ou ma soeur, mon frère, ma grand-mère vient tester, tape du texte comme taperait n'importe qui de normal, entre guillemets, qui n'a pas participé au projet, aussitôt, il n'a pas de réponse ou il a une réponse complètement alambiquée ou qui n'a rien à voir. Donc, c'est souvent le problème. C'est assez cyclique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois aussi sur des modèles de machine learning plus durs, entre guillemets, sur de la data, où il y a eu une phase où c'était, il y a 5-6 ans, où c'était le chatbot, le nouveau fleuron de l'intelligence artificielle qui allait permettre à toutes les directions marketing et services clients d'automatiser plein de choses. Et puis les clients, en plus, allaient trouver ça super parce qu'ils allaient avoir leur réponse aussitôt. Ça, c'était il y a 5-6 ans. Ça allait même remplacer les applications mobiles. Bon, on a vu ce qu'il en est, c'est toujours pas le cas. Et ce qui est assez logique parce que en fait, les usages ne sont pas les mêmes, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on est passé de ça à j'ai lancé un premier POC, ça n'a pas marché parce que les chatbots, c'est nul. Alors non, c'est parce que tu n'as pas identifié le bon besoin ou que tu n'as pas été bien accompagné, ça peut arriver. Mais il y a peut-être des choses à faire, ou peut-être pas. Ce n'est pas la peine de s'acharner si ce n'est pas le cas. Mais souvent, ça peut être simplement un problème de vision comme ça, en attaquant le sujet. Ce qui est tous les sujets un peu techno, un peu IA, c'est souvent un problème. Mais voilà, c'est par cycle. Ça dépend des industries aussi. Il y a quand on est, alors par exemple sur l'industrie de la santé, de plus en plus, c'est pareil, il y a des acteurs qui se sont lancés sur des sujets différents, notamment du suivi de maladies chroniques, des choses comme ça. Nous, on est sur autre chose, pour ne pas être en frontal, même si c'est des choses que techniquement on serait capable de faire. Mais à minima, il y a un vrai service qui est rendu et tout le monde a compris qu'il fallait utiliser ça comme un outil en plus, que ça allait remplacer personne déjà. Si on part, ça m'est arrivé en rendez-vous, je ne donnerai pas de nom, mais dans une boîte côté qui m'a dit on le fait en texte aujourd'hui, le chatbot, pour faire la foire aux questions, mais évidemment, l'objectif, c'est que dans 2 ans, on le passe en vocal et qu'on remplace tout notre plateau de téléconseiller. Voilà. Donc, je leur ai dit merci, au revoir, et je suis sorti. Chacun son éthique de travail, mais de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Soyons sérieux 2 minutes. Mais les attentes étaient surtout complètement irréalistes. Donc, faut savoir raison garder. Il faut lancer des premiers époques qui sont sur des sujets précis, qui nous permettent de tester. On ne va pas réinventer la roue demain avec un gros dataset d'entraînement si on ne sait pas ce qu'on va lui faire à notre chatbot. Donc, il faut vraiment, vraiment partir petit, entre guillemets. Alors, ça fait moins rêver que de dire on va avoir un super robot qui sait répondre, donner la météo à Tombouctou, chanter la Marseillaise et faire je sais pas quoi, et raconter des blagues. Ce qui a souvent été un peu le petit easter egg dans beaucoup de chatbots au début. C'était tiens, raconte-moi une blague. Bon, ok, pourquoi pas. Mais à côté de ça, tu sers à quoi, en fait. Et donc, c'est vraiment remettre ce sujet-là du service rendu et de l'intérêt vraiment pour l'utilisateur au centre de ce qu'on fait. Et je pense que petit à petit, ça commence à porter, et tant mieux. Mais après, je ne sais pas si toi, c'est des choses que tu vois aussi sur les sujets d'IA, mais ce côté vraiment concret, pragmatique, de se dire on lance des vrais sujets en test et pas uniquement des programmes de R&D pour espérer peut-être sortir quelque chose de magique dans 2 ans. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait penser à il y a 5-6 ans où toutes les entreprises devaient avoir des data scientists, même si on ne savait pas pourquoi. Et donc, il y avait de grosses entreprises qui avaient des fois qui embauchaient des vingtaines de data scientists, mais qui ne leur donnaient pas de données, pas de choses à faire, rien. Donc, ils arrivaient, ils n'avaient pas vraiment d'infrastructure pour faire des calculs, ils n'avaient pas de données, ils n'avaient pas de projet. Donc, ils faisaient tous un peu de R&D dans leur coin parce qu'ils ne voulaient pas s'ennuyer, mais en soi, ils avaient vraiment rien à faire. Et je pense que ce soit pour le chatbot ou l'intelligence artificielle ou n'importe quelle technologie, le problème, en fait, c'est juste le projet qui n'est pas structuré. Il y a pas d'objectif fini, il n'y a pas de but précis. Donc, quand il y a pas de but, quand il n'y a pas d'objectif,
pour que ce soit pour n'importe quel projet, c'est déjà très mal parti, que ce soit pour du coup les chatbots. Et je pense que quand il y a une nouvelle technologie, un petit peu tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que ça va révolutionner. Donc les gens se disent, ah, il faut absolument qu'on fasse ça sans idée précise de à quoi ça va servir. Et c'est ça qu'il faut garder en tête quand on fait de Je la vais te donner tech. un exemple très précis. Euh, Quand j'ai travaillé avec un éditeur justement qui voulait comprendre pourquoi ses clients passaient beaucoup, beaucoup de temps à entraîner le robot pour des résultats qui n'étaient pas toujours incroyables. Ce n'était pas la techno qui était en cause, c'était l'accompagnement. Et alors, j'ai plus les chiffres exacts en mémoire, mais c'était, en gros, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure sur la foire aux questions dynamiques, de dire j'ai 10 façons de demander quelque chose et en face, je mets le bon contenu. Et donc ça se fait un par un, à taper les phrases, mettre en face le bon contenu de réponse, etc. Et de mémoire, le client avait dû faire ça pour 550 intentions, quelque chose comme ça. Donc ils avaient passé, t'imagines, un peu de temps avec les équipes métiers à chaque fois pour aller sourcer le bon contenu en plus sur le site, etc. C'est une grosse bibliothèque de contenu. Donc ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps et ils se sont rendus compte au bout de 6 mois d'exploitation que le chatbot était dispo sur leur, je crois que c'était sur un site, ils se sont rendus compte qu'en fait sur les 550, il y en avait à peine 20% qui avaient été activés au moins une fois. Donc ils ont fait tout le reste pour rien. Et surtout qu'au final, sur les 550, il y en a 10 qui revenaient à 80% du temps. Et s'ils avaient fait ce travail en amont, de savoir de faire cette analyse, même avec de... Alors, si on a de la donnée, c'est mieux, évidemment, d'aller chercher, sourcer les sujets dans un grand volume de données et d'aller catégoriser, détecter les intentions. Elles sont déjà là, en plus, il n'y a pas besoin de les inventer, ou de les faire inventer par les collègues, ces différentes versions de cette phrase et de cette intention. Ils auraient pu gagner beaucoup de temps parce qu'au lieu d'en avoir implanté 550 dans l'outil, ils en auraient peut-être fait 30 ou 40 et ils auraient couvert largement le scope nécessaire et leur chatbot aurait été aussi performant finalement. Donc voilà, en termes de temps passé, de frustration et de rendu, au final, c'est dommage. Après, ça toujours un peu le principe des 80-20. Finalement, les utilisateurs, 80% des utilisateurs viennent pour 20% du contenu qu'il y a sur le site. Donc, il faut d'abord se concentrer sur ces C'est ça, 20%-là. Et on était exactement dans ce Pareto-là, donc c'est toujours... c'est dommage, parce que ce n'est pas une analyse qui aurait été compliquée à non, faire, non. mais qui aurait économisé beaucoup d'argent et de frustration, quoi. Rien qu'avec Google Analytics, on peut déjà avoir un premier sens de ce qui est utilisé dans le site et ce que les utilisateurs veulent chercher finalement. Ouais, par exemple, il y a plein de solutions selon la maturité data du client. Ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, si on a un historique de 6 mois de transcription téléphonique d'appel service client, forcément, c'est plus facile. On avait fait tourner des algos comme ça pour un sujet banque, où quand on a fait, alors, avec un data scientist pour le coup, qui avait récupéré ces historiques-là, alors c'était un an, je ne sais plus exactement, il avait réussi à isoler une quinzaine de sujets. Et sur ces 15 sujets, il avait identifié les 10-15 façons dont les clients en parlaient. Bon, c'est tout, le dataset d'entraînement, il est prêt, quoi. Ça reste assez simple, ce qui ne nous empêche pas de passer du temps sur la conception des arbres, etc. Mais en tout cas, pour la partie détection de textes libres, si on veut, de questions, etc., 80% du boulot est déjà fait. C'est comme ça qu'on a travaillé aussi sur la partie santé, où on ne s'est pas dit, tiens, on commence sur le dentaire, parce que mon associé est chirurgien oral, et on ne s'est pas dit, tiens, je vais me faire extraire une dent de sagesse demain, quelles pourraient être mes questions après-demain. Et on n'a pas fait, comme ça peut être le cas pour créer un dataset, d'aller voir, je disais tout à l'heure, mon frère, ma soeur, ma grand-mère, pour leur dire, dites-moi quelles seraient vos questions. Ça peut se faire si on n'a vraiment rien. Mais là, ce qui était intéressant, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le projet, parce que la première démarche était intéressante, alors qu'il est chirurgien quand même, il n'est pas du tout data scientist. Mais il a eu la présence d'esprit de se dire, j'ai un historique de mails et de SMS avec mes patients, alors évidemment anonymisé, tout ce qu'il faut, je vais les étudier pour savoir quelles sont les questions. Et du coup, il s'est rendu compte que, alors on était pareil, 80 ans, il s'est rendu compte que 80% du temps, c'était toujours les mêmes questions. Donc il s'est dit, là, ça a fait tilt, il s'est dit, bon, c'est des choses qu'on pourrait sans doute automatiser. En plus, c'est pas du diagnostic, c'est pas du conseil compliqué qui met en jeu la vie du patient, si on veut, mais c'est des conseils, c'est même pas du médical, vraiment, c'est des conseils, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que je peux reprendre le sport, est-ce que je peux fumer un petit coup, est-ce que je peux boire un coup ce week-end, enfin, des choses assez pratiques finalement. Et avec cette analyse de données qu'on a fait en amont, on a été capable de catégoriser ces intentions,
Il y en a, alors de mémoire, je ne vais pas tout dévoiler, mais on doit en avoir une vingtaine. Ce n'est pas insurmontable. Et pour chacune de ces intentions, les différentes façons pour le patient de le dire. Et pas des façons qu'on imagine. C'est des façons de le dire que les vrais patients ont eu pour de vrai quand ils l'ont contacté sur un suivi les mois et les années d'avant. Donc c'est comme ça qu'on a construit le dataset et que du coup on a tapé juste. Alors pas 100% juste, évidemment. Il faut toujours fine-tuner, améliorer petit à petit avec ce qui se passe avec les vrais patients qui viennent discuter. Mais aujourd'hui, on a déjà plus de 800 patients qui sont passés par l'outil. Donc ça nous a permis déjà aussi de réentraîner un petit peu le modèle qui aujourd'hui est de plus en plus robuste. Et donc, toi, du coup, ça fait 5 ans que tu travailles dans ce domaine-là, où tu fais du conseil. C'est quel genre de mission tu prends, quel genre de service tu proposes aux personnes qui veulent installer du coup des chatbots? Ils ont déjà un chatbot et tu viens pour les conseiller, ils veulent en faire un, tu viens, etc. Comment ça se passe? C'est assez varié. Pour reprendre les cycles dont on parlait tout à l'heure, à une époque, quand c'était la grande période des vendeurs de rêves, souvent on m'appelait en me disant on a essayé, on a fait quelque chose, viens nous aider parce que franchement, ça ne va pas. Donc c'est la version pompier, c'est comme ça que tu peux rentrer souvent chez des clients. C'est pas évidemment pas la plus rigolote. Ce qui est le plus sympa et ce que moi je préfère faire, et aujourd'hui je me concentre vraiment sur ce type de mission, c'est d'arriver en début de projet et de faire toute la phase de conception et la phase d'accompagnement, définir le vrai besoin, on n'y revient, hein, mais définir ce besoin, faire tout le mapping de ce qu'on a ou de ce qui manque, ce qu'il nous faudrait comme données, de voir ce qui est accessible, comment, pourquoi, les discussions avec les DSI qui ne sont pas toujours simples, mais on y arrive, de voir ce dont on a besoin en écriture, ce qu'on va avoir besoin de faire en écriture sur des bases, pourquoi pas, si c'est le cas, si on va récupérer les infos, etc. Quelles implications organisationnelles ça a aussi, parce que évidemment on automatise un petit morceau, mais quel impact ça peut avoir autour. Pour la santé, par exemple, c'est fluidifier le suivi, très bien, mais du coup, ça a des implications sur les assistants dentaires, par exemple. Donc, comment embarquer tout le monde là-dedans? Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que la mission est intéressante. Tu as aussi bien la partie accompagnement, conception, service, product designer finalement et product manager un petit peu. La partie choix techno aussi, qui est super importante. Comme on disait tout à l'heure, choisir les bonnes briques à mettre au bon endroit selon ce qu'a donné ta phase de spécification, justement, de dire, ok, là, j'ai besoin de tel outil pour faire mon squelette, je sais que je vais avoir besoin de tel niveau de compréhension du langage, donc je vais aller plutôt vers tel ou tel outil. Du coup, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça va bien marcher? Ça, c'est une expérience et le fait d'en avoir testé quelques, on va dire dizaines, peut-être centaines. Et du coup, d'arriver à un produit fini qui fonctionne avec un vrai chatbot qui fonctionne dans les mains des utilisateurs et sur lequel tu vas jusqu'à la phase d'optimisation pour voir ce qui se passe pour de vrai, faire les optimisations, les premières optimisations et petit à petit le réentraîner. Alors réentraîner, c'est un grand mot, c'est un des grands fantasmes aussi. Alors dans l'idéal, évidemment, quand tu le vends, le chatbot, il est auto-apprenant, parce que ça, c'est le mot qu'il faut sortir. Évidemment, c'est ni intéressant, ni vraiment le cas dans les faits. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le chatbot, il est évidemment jamais fixé dans le temps. Aussi bien sur le fait de réentraîner le modèle de compréhension du langage naturel, il y a des nouvelles phrases, des nouvelles choses, et du coup, ça fait évoluer les parcours aussi. Si on se rend compte, ça c'est la partie data analytics que j'aime bien aussi. J'imagine que c'est un truc qui te botte, forcément, tu es dans le métier, mais d'autant plus, moi, la partie techno, c'est aller analyser, faire de la stat sur les parcours, voir à quel endroit ça bloque, etc. Ça te permet aussi de faire évoluer ton modèle. Et ce n'est pas forcément faire évoluer le modèle de compréhension du langage naturel, ça peut être simplement changer un parcours, réécrire un bout de parcours. On revient à la dimension éditoriale et comment parle le robot. Ça arrive des fois qu'en réécrivant juste 2 ou 3 blocs de conversation, tes stats augmentent. Au lieu de perdre, c'est arrivé sur un client au Brésil qui avait un super outil très complet, qui avait utilisé l'interface chatbot, mais pour faire un produit très complet de recherche d'emploi, ou pour simplifier, tu discutais dans Messenger avec ce chatbot, il te construisait ton profil et quelque chose qui ressemblait à un CV pour te mettre en relation avec quelqu'un, avec une entreprise derrière qui cherchait des profils qu'ils n'arrivaient pas à trouver autrement. Et il se trouve que c'était un public de jeunes au Brésil qui était
très connecté à Messenger, donc ça marchait plutôt bien. Et la promesse, c'était viens discuter avec moi, je te trouve du boulot. Et en plus, dans des multinationales, internationales, voilà, globalement, c'était quand même assez intéressant comme promesse. Et malgré cette promesse-là, au bout de la première phase, la phase d'onboarding, de début, vraiment tout début, pour expliquer ce qui se passe et pour donner envie d'aller plus loin, on perdait plus de la moitié des utilisateurs. Alors qu'on leur disait, je vais te trouver un job. On a juste, du coup, c'était la bonne chose à faire, mais on a réécrit les 4-5 premiers blocs, justement, d'expliquer ce qui allait se passer, de dire de façon différente, etc. etc. Et de 50% de pertes, on est passé à 20 ou 25. Et donc, quand tu as des campagnes d'acquisition qui tournent derrière eux, c'était leur problématique, c'est de dire, on investit de l'argent sur Facebook pour faire connaître notre chatbot, donc ça nous coûte de l'argent. Par contre, quand les gens arrivent dessus, ils s'en vont. Ce qui est un peu dommage. Et donc, on a réduit, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on avait divisé par 3 ou par 4 du coup, le coût d'un profil qui arrivait réellement dans le programme. Et ce n'était pas un problème d'entraînement technique, c'était simplement un problème de conversation. Tout ça. Et du coup, dans ces entreprises-là, tu arrives pour la conception et après, derrière, pour pas, enfin, c'est pas vraiment la maintenance, mais pour l'amélioration continue de ce qu'ils vont mettre en place. Mais c'est des gens en interne qui font tout ce qui est développement et maintenance, enfin, déploiement, etc. Ça dépend du niveau de technicité. Si c'est alors de plus en plus, les équipes métiers, notamment avec les outils dont on parlait tout à l'heure, comme je te disais, il n'y a pas eu de gros changements, mais les interfaces sont plus faciles à utiliser. C'est notamment fait pour ça, pour que les équipes métiers en interne chez le client soient capables d'aller modifier une phrase, il y a beaucoup, quand on voit passer des choses sur les entraîneurs de robots dans la presse, souvent en fait c'est simplement des gens qui vont avoir tout le backlog de ce qui s'est passé dans les conversations, principalement là où le robot n'a pas compris ou n'était pas sûr, où son score de confiance n'est pas suffisant. Cette personne-là, dans le back-office, va mettre pouce vert, pouce rouge, ou sinon, si ce n'était pas la bonne réponse, indiquer quelle aurait dû être la bonne réponse. Et réfléchir comme ça et réentraîner le modèle, finalement. Donc ça peut être de plus en plus fait en interne. Il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir gérer sans avoir besoin de développeurs pour la maintenance. C'est tout l'intérêt aussi de se concentrer sur le service et la façon de le rendre et d'avoir les bonnes briques techno, c'est que pour la maintenance aussi, sur le long terme, c'est intéressant. Et c'est plus facile. Et on n'a pas besoin de repartir d'un modèle from scratch à chaque fois ou de repasser par des grandes phases d'entraînement sur un modèle de machine learning compliqué à chaque fois qu'on veut faire une petite optimisation. On est capable d'enlever le signal de cette optimisation via un back-office qui va venir alimenter petit à petit l'entraînement. Et donc, j'ai vu aussi que tu as créé pendant ces dernières années quelque chose qui s'appelle Chatbot Sprint. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous présenter dans quel contexte tu as fait cette création? Ouais, alors Chatbot Sprint, en fait, ça a été de reprendre sous forme de méthode un petit peu. Alors, je me suis inspiré pour le nom de tout ce qui est design sprint, UX sprint, etc. En se disant, toute la méthode que j'ai construite pour accompagner mes clients, je suis capable de la mettre à dispo sur un atelier d'une journée. Et la promesse, c'est de se dire qu'en une journée, on sort un chatbot qu'on peut utiliser. Alors évidemment, pas toutes les branches, pas ultra optimisé, etc. Mais ça permet déjà de se faire une bonne idée des capacités, des possibilités, et de sortir quelque chose qui tient déjà un petit peu la route. Notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de le faire dans des directions innovation, par exemple, ou des directions marketing, où on fait un atelier, même en distanciel, ça marche bien, avec 5-6 personnes différentes, des techs, des pas du tout tech, des gens en contact avec les utilisateurs finaux qu'on vise. Et ça permet de faire toute cette phase de conception. Alors, quand c'est sur une journée, c'est en phase accélérée, forcément. Mais surtout, de mettre vraiment les mains dedans et de comprendre comment ça se passe, d'atténuer certaines ardeurs et certains fantasmes, peut-être, mais surtout de comprendre concrètement ce qu'on peut en faire pour donner des idées et donner envie d'aller plus loin sur des projets plus concrets. Donc c'est un format qui peut être sur une journée jusqu'à, je le fais sur 3 jours aussi, donc évidemment on est un peu plus loin sur la mise en place. Mais l'idée c'est de passer plus de temps papier-crayon ou écran et outils graphiques si on veut, que dans l'outil à proprement parler.
C'est vraiment à la fin, peu importe l'outil qu'on prend presque. Alors sauf si on est sur un format plus long où on se dit qu'on va faire un peu de détection d'intention déjà, parce qu'on a pensé un service, qu'on est un site e-commerce et qu'on veut déjà commencer à faire des choses un peu plus construites. Donc on va sur des outils un peu différents, mais on est capable en une journée de sortir un premier proto avec un début, une fin, des choses qui se passent entre deux. Pourquoi pas récupérer un peu de données. Alors évidemment, pas de façon RGPD friendly, pas très propre, etc. Mais techniquement, on voit ce qui peut se passer. Par exemple, il y a même eu pendant ces ateliers-là des gens qui sont arrivés avec des idées où j'aurais dit franchement, monte une startup. L'idée était top. Ils ont réussi à implémenter très facilement, alors sans toutes les bases de données qui vont bien, hein, évidemment, hein, on était en test, mais ça marche. Ça permet de voir surtout si ça peut marcher. Donc ça, c'est assez chouette, et surtout, que ce soit pour des étudiants ou que ce soit dans des entreprises plus classiques, ce qui est pas mal, c'est qu'on met les mains dedans pour de vrai. C'est pas simplement une conférence où on te dit les bonnes pratiques, voilà un peu ce qui se passe, voilà ce qui existe sur le marché. Là, on le fait pour de vrai. Et c'est ça qui est assez intéressant et qui reprend ma façon de voir les choses finalement, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, de dire on fait du concret et on fait des choses, et puis bah, si on se rate, tant pis, mais au moins on essaye et on fait des choses. Et du coup, dans l'entreprise, les gens viennent avec leur sujet ou c'est plutôt un truc générique enfin, où chaque entreprise, c'est plus ou moins la même finalité, le même chatbot qui va être créé, où les gens arrivent avec leur sujet entreprise et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille? Ça dépend. Ça dépend des formats. Si c'est sur plusieurs entreprises qui viennent, par exemple, j'avais fait ça sur un club qui s'appelle les Experts du Digital, qui est finalement qui regroupe des professionnels de plein de sociétés différentes autour de Bordeaux, qui sont des directeurs marketing, des directeurs innovation, etc., mais qui se réunissent sur une journée pour parler d'un sujet. Donc là, pour le coup, bah, ils se sont mis en groupe et chacun a choisi, alors plus ou moins, des sujets qui ressemblaient quand même à leur problématique de terrain. Mais sinon, ça peut être fait aussi sur des sujets complètement alambiqués. C'est arrivé au sein d'une direction innovation d'un grand groupe où je leur ai dit, on sait à peu près, de toute façon, il n'y aura pas de grande surprise sur ce dont on a besoin concrètement dans vos services. Voilà, enfin, c'était assez évident. Sur le service client, sur tout ça, on avait déjà assez bien défloré le sujet. Je dis, par contre, pour l'atelier, il devait y avoir 4 groupes de 3, quelque chose comme ça. Si vous voulez faire un sujet complètement idiot, faites-le, mais au moins faites-le vraiment. Et donc, il y a un groupe qui avait fait un générateur de blagues, quelque chose comme ça, dans mes souvenirs. Un autre qui avait fait un générateur de recettes. Et ce qui est intéressant, c'est que le générateur de recettes en question, qui avait été fait en quelques heures, du coup, par des non-techniciens, était capable, en 2 questions, de comprendre que tu voulais faire un plat de cuisine française traditionnelle, par exemple, parce qu'on te laissait 2-3 options à cliquer, hein, on n'allait pas reconnaître tout en texte non plus, mais on donnait quelques options. Mais par exemple, cuisine traditionnelle, tu disais que dans ton frigo, tu avais de la betterave, par exemple. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait ces infos-là, cuisine française, betterave, on allait faire une recherche Google sur le site Marmiton, et on sortait un résultat. Tu vois, ça paraît tout bête, mais on comprend comment ça marche. On est déjà capable d'aller récupérer de la donnée et d'en faire quelque chose. Alors la finalité, évidemment, là, paraît un peu simpliste, mais on a un retour, on a quelque chose de concret. Et ce qui est toujours sympa, c'est qu'à la fin, on donne les URL des comptes, des bots Messenger, des copains, des groupes d'à côté, et tout le monde va tester. Et c'est ça qui est sympa à la fin. Et donc le groupe qui a fait son générateur, entre guillemets, de recettes, pour eux déjà d'aller récupérer des données qui sont fournis par l'utilisateur, une au clic, l'autre avec du texte, et après en faire quelque chose pour faire une recherche Google, déjà c'était fou. Et pourtant, c'est des outils qui sont gratuits. Alors jusqu'à un certain volume de requêtes, mais là pour le test, évidemment, c'est gratuit. Et tu peux déjà t'amuser à faire des preuves de concept qui ressemblent à quelque chose avec ce type d'outil. Mm. Et du coup, ce produit-là, ça peut être aussi un peu un produit d'appel où tu as les entreprises acculturées et s'ils veulent vraiment faire quelque chose après, de continuer avec eux sur un projet plus précis sur ce que eux, enfin, sur leur problématique, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, après, le but, c'est un peu mettre le pied dans la porte, forcément, et se Mm. dire, une fois qu'ils ont compris ce qu'on pouvait faire, potentiellement sur les quelques projets qu'on a fait en démo à la fin, il y en a sûrement, on espère qu'il y en a un ou deux qui peuvent se concrétiser éventuellement. Donc, c'est l'objectif, ouais, bien sûr. Et du coup, ce projet, c'est chatbot Sprint et le conseil, tu souhaites
l'approfondir, parce que là, pour l'instant, tu m'avais dit que tu étais seul dessus, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu souhaites du coup ajouter des personnes dans ce projet-là ou tu souhaites rester à la taille qu'il est et c'est bien pour toi? Non, non, pour l'instant, je reste à cette taille-là et surtout, c'est ce que j'ai dit sur l'entrepreneuriat, de faire à ma façon. Cette méthode-là, alors, il y en a sûrement d'autres, il y en a sûrement des meilleures, mais en tout cas, cette méthode-là et cette façon de faire du chatbot et du design de conversation, c'est celle que moi, j'éprouve sur le terrain et que j'ai packagé un petit peu dans ce format-là. Donc, j'aurais du mal à le faire par quelqu'un d'autre pour l'instant. Demain, s'il y a vraiment beaucoup de demandes et que je forme quelqu'un qui est habitué à faire du design sprint, d'app mobile, par exemple, pour le faire sur de la conversation, ça peut sans doute marcher. Mais aujourd'hui, je suis tout seul, ce qui me permet aussi de choisir et d'aller vraiment sur des projets qui m'intéressent, que ce soit la thématique, le secteur ou les gens en face aussi, pour voilà, faire des projets qui tiennent vraiment le coup. Du coup, parce que je posais cette question, parce en juin 2020, du coup, tu as créé, on a déjà parlé un petit peu avant, tu as créé du coup Azipeo, ça se prononce bien comme ça, FSPO, ouais. Azipeo, avec du coup le docteur Jean-David Wolfsfuller, je ne sais pas si je le prononce bien, du coup, qui est, comme tu l'as dit avant, lui, il est chirurgien. Est-ce que tu peux présenter un peu plus le projet, ce qu'on a parlé, mais là, le présenter un peu dans son ensemble? Ouais, alors le projet, il est né du côté du docteur Goldfeller, qui, faisant son analyse, comme je te disais tout à l'heure, de ce que lui avaient dit ses patients, des remontées de suivi, etc., s'était rendu compte qu'il passait beaucoup de temps, alors lui et ses assistantes, à faire le suivi post-opératoire. Donc il extrait les dents de sagesse, lui, il est beaucoup au bloc opératoire, donc il y a quand même anesthésie générale, etc., pour l'extraction de dents de sagesse, la reconstruction de mâchoire, des choses comme ça. C'est quand même assez costaud comme opération, même si c'est de l'ambulatoire, donc tu rentres chez toi sans dormir à l'hôpital. Et il s'est rendu compte que ça lui prenait, dans les calculs, c'est 6 à 8 heures par semaine de gérer le fait d'appeler tous les patients qui ont été opérés. Normalement, il est tenu de les appeler le lendemain. Alors lui ou l'établissement dans lequel il opère, c'est pareil, il y a toujours voilà, personne n'a trop envie de le faire parce que ça coûte de l'argent, forcément, ça mobilise des ressources. Et c'est pas une obligation, mais c'est une très très forte recommandation de la Haute Autorité de Santé de faire cet appel du lendemain. C'est le terme générique aujourd'hui. Et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui? C'est souvent une infirmière qui prend le listing des gens qui ont été opérés la veille et qui les appelle un par un. Souvent depuis son 06 perso en plus. Et s'il y a une demande de conseil ou n'importe quel problème, il faut ensuite qu'elle raccroche, qu'elle appelle le chirurgien, qu'elle essaye de l'avoir entre le bloc, les consultes, etc. Qu'ensuite elle rappelle le patient, qui potentiellement peut être au travail, peut être ailleurs, peut ne pas répondre, pour lui transmettre l'info. Comme ça sur X centaines de patients par jour. Il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc c'est compliqué. Et comme je te disais, pour lui, en dentaire, c'était 6 à 8 heures par semaine entre le fait d'avoir les appels sortants et de traiter les appels entrants. Des gens qui, on s'est rendu compte que en fait, 80% du temps, comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas du conseil médical compliqué, c'est du rappel de consignes. Des consignes que les patients ont dans leur dossier de consultation 15 jours avant, quand ils viennent voir leur chirurgien, 15 jours avant, 10, 15 jours avant l'opération. Ils ont déjà pensé à tout l'administratif et à venir avec leur carte de mutuelle et leur passe sanitaire en plus aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ils ressortent avec l'anesthésie générale, ils rentrent chez eux et souvent les conseils post-op, soit ils les ont pas lus, soit ils les ont oubliés, mais on ne peut pas les blâmer, c'est normal. Ça passe un peu toujours à l'as, malheureusement. Et donc l'idée, c'était de créer un outil qui permette déjà de systématiser le fait d'avoir des nouvelles du patient. Parce que en France, on a un chiffre qui est quand même assez aberrant quand on veut passer à 70 ou 80% de chirurgie en ambulatoire sur l'ensemble des spécialités. C'est que, pour simplifier, en gros, tu as un Français sur deux qui n'est jamais recontacté. Il vient se faire opérer en ambulatoire, potentiellement sous anesthésie générale. Il rentre chez lui quelques heures après et il est dans la nature. Et il n'est jamais recontacté. C'est 44% des Français qui ne sont jamais recontactés après une chirurgie ambulatoire, ce qui est assez énorme. Donc là, l'idée, c'est que nous, on fait 100%. 100% reçoivent un SMS. Donc on ne fait pas télécharger d'application, parce que les applications, déjà, c'est pas très universel finalement. Il faut en plus une version iOS, une version Android, plus les gens qui n'ont pas de smartphone et ou qui n'ont pas la version suffisante pour pouvoir télécharger l'application, ça coupe quand même pas mal de gens. Il y a des vrais sujets d'électronisme et des vrais sujets comme ça qui mériteraient des épisodes à côté. Donc on a essayé de faire un accès le plus universel possible. Alors il faut quand même un navigateur web, mais a priori ça fonctionne, système d'exploitation agnostique si on veut. Tu reçois un SMS le lendemain de ton opération. Tu cliques, tu rentres ta date de naissance
pour être sûr que c'est bien toi, même s'il n'y a pas de données médicales sensibles qui transitent dans le navigateur, mais bon, c'est une sécurité en plus. Et le robot t'accueille, on te dit bonjour, votre chirurgien m'a demandé de vos nouvelles, est-ce que ça va aujourd'hui? Donc tu réponds oui, tu réponds non. Nous, on vient faire ce que l'infirmière faisait en fait finalement avant à son coup de téléphone, sauf qu'en plus on est capable de le loguer et de savoir à quelle date, à quelle heure, s'il y a un litige derrière, le patient a répondu que ça allait ou que ça allait pas. Si ça va pas, on va lui demander pourquoi, forcément. Et c'est là que la compréhension du langage intervient, parce qu'il faut comprendre ce que le patient nous tape, nous écrit. Et en fonction de ce qu'il nous demande, on va lui donner la réponse. S'il a un problème de douleur, on ne va pas faire un diagnostic compliqué, ce n'est pas notre rôle. Mais on va simplement voir que si c'est une très forte douleur qui augmente, on envoie aussitôt un SMS au chirurgien en lui disant dès que tu es dispo, rappelle ce patient-là. Et au patient, on lui dit on a prévenu votre chirurgien, il vous rappelle dès qu'il peut. En gros, hein, pour simplifier. Et si c'est une petite douleur gérable avec le fameux rappel de conseil qu'il a dû avoir en papier, déjà on lui redonne, sans lui dire d'aller lire son papier qu'il a perdu. On lui redonne parce qu'il nous le demande de façon contextualisée. Et en gros, pour les extractions de dents de sagesse, c'est mettez du froid, ne crachez pas, etc., etc., des choses assez simples. Et si c'était une douleur qui était gérable avec ce rappel de conseil, le chirurgien, s'il avait eu, ou l'infirmière ou l'assistante, si elle avait eu le patient au téléphone, aurait fait la même chose, aurait donné les conseils, et puis c'est tout. Là, ce qu'on ajoute, c'est qu'on va prendre 6 heures après les nouvelles du patient, on lui renvoie un SMS, et au lieu de, quand il arrive dans la discussion, au lieu de faire comme beaucoup de chatbots, en gros, de leur demander qui il est, en gros, au tout début, on lui dit directement « Rebonjour, est-ce que votre douleur, ça va mieux depuis notre dernier échange ?» Donc là, il nous dit oui, il nous dit non. Si ça ne va toujours pas, évidemment, là, on va débrayer vers le chirurgien. Mais sinon, s'il nous dit que ça va mieux, on le félicite, on est bienveillant, on lui dit bravo, vous avez fait bon soin, super. Si vous avez d'autres questions, je suis toujours disponible, etc. etc. Et la page personnelle, du coup, pour le suivi de ce patient-là, la conversation, comme tu l'as compris, évolue selon ce qui se passe, selon ce que le patient déclare, selon le jour où on est dans la cicatrisation aussi. Je prenais l'exemple du sport tout à l'heure, mais il y a des patients qui nous demandent aussi combien de temps va prendre la cicatrisation, ou je sens un petit fil dans la bouche, est-ce que c'est normal? Si c'est AJ+1 ou AJ+10, les réponses sont différentes. Les réponses sur l'alcool, si on a plus ou moins 18 ans, sont différentes aussi. C'est des choses qui peuvent varier. Dans tous les cas, on fait de la prévention, mais de façon différente. Mais voilà, le patient sait qu'il a quelque chose ou quelqu'un, ça dépend de sa perception, qui est capable de lui répondre s'il y a un souci. Et on a observé qu'il y a pas mal de patients qui, hier, auraient soit envoyé un SMS ou un mail, si c'est des chirurgiens qui laissent leurs infos perso, ou contacter les urgences ou autre pour quelque chose qui est, entre guillemets, normal, mais qui nécessite qu'on les rassure. Ils rechargent la page, ils n'ont pas eu de SMS exprès pour venir, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Ils viennent discuter avec Assispo, ils posent leurs questions, ils ont leurs réponses et ils vont dormir. Et ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir faciliter ce suivi-là sur des choses assez simples. Et évidemment, s'il y a des grosses urgences, on ne va pas s'amuser à faire du diagnostic précis, on va envoyer des alertes. Et malgré ça, alors sans trahir trop de chiffres, mais en gros, aujourd'hui, si tu veux, les parcours vraiment à implication médicale, c'est entre 15 et 20% des patients. Et les vraies urgences à traiter, on est passé de 6 à 8 heures par semaine à quelques appels par semaine sortant à devoir faire. Et pendant ce temps-là, les assistantes, elles sont au fauteuil à aider le chirurgien plutôt qu'à répondre au téléphone. Ouais, parce que je me disais même rien qu'un un chatbot qui dit est-ce que ça va oui ou non, et que si ça va oui, il renvoie directement l'appel au chirurgien, rien que ça ferait gagner du temps, parce que déjà ils sont tous rappelés, et déjà on élimine à rappeler toutes les personnes qui vont déjà bien. Toutes les personnes qui vont bien, et ce qui est intéressant, alors évidemment, tu as des patients pour qui ça va, on leur envoie un SMS pour prendre de leurs nouvelles, ils ne viennent pas. Là, dans ces cas-là, soit c'est que ça va, soit c'est parce qu'il a appelé le 15 ou qu'il y a un souci, mais il a décidé de le gérer de façon plus classique. Pourquoi pas? On a beaucoup de patients qui viennent nous dire, qui cliquent, qui nous disent oui, ça va. Et ensuite, quand on leur dit on est ravis, tant mieux, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis toujours là. Le robot dit ça. Et le patient répond merci, tout va bien. Et je suis très content en gros, que vous ayez pris de mes nouvelles, parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc, on ne remplace rien, on ajoute, comme tu le disais, cet outil en plus. Et heureusement, tant mieux, on verra dans d'autres spécialités, mais aujourd'hui, en tout cas, dans la spécialité qu'on couvre, on n'a pas de suite très compliquée. C'est aussi pour ça qu'on est sur l'ambulatoire, parce qu'on n'a aucun intérêt à aller suivre un patient avec 3 comorbidités sur une intervention très précise
que le chirurgien fait 2 fois par an. Voilà, on n'a aucun intérêt à suivre ça, évidemment. Mais par contre, sur toutes les interventions ambulatoires qui se font aujourd'hui de façon avec des volumes très importants tous les jours en France, on est déjà capable de suivre beaucoup de gens. Ouais, puis C'est en le travail plus, surtout de beaucoup de professionnels. et surtout que le but aussi, c'est d'appliquer quelque chose qui est, je sais plus le mot exact que tu as dit avant, mais c'est des conseils qui sont, enfin, qui sont unanimes, plus ou moins, que qui sont obligatoires et unanimes et toujours la même chose. Donc, le chatbot sait quoi répondre. C'est pas un diagnostic, il n'y a pas de questions compliquées à faire derrière. C'est vraiment des choses qui sont des recommandations qui sont toutes à faire, toutes comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de diagnostic. Et puis derrière, au niveau pénal, c'est plus facile aussi, j'imagine, que d'autres spécialités et d'autres Ouais, alors opérations, quoi. c'est des recommandations qui sont validées par les instances médicales, par un collège d'experts. Donc pour le dentaire, c'est plus facile parce que mon associé est membre et administrateur surtout de la Société française de chirurgie orale. Donc on peut difficilement faire plus haut dans les instances. Donc ça facilite les choses. Et quand on va ajouter des spécialités, évidemment, tous les contenus seront validés par un comité scientifique dédié à la spécialité, par des professeurs qui diront, OK, ces conseils-là, ce jour-là, à ce patient-là, il faut lui répondre telle chose. Ce n'est pas notre algo qui va aller piocher les bonnes réponses ou espérer de construire une réponse. Tous les arbres sont validés. Et après, c'est à nous de mettre tout ça en musique pour avoir tout le sujet techno en fait, qu'on a eu depuis le début, c'était de construire les différentes briques dont on avait besoin pour faciliter cette mise en place, les différents parcours avec les personnalisations, avec le suivi dans le back-office pour le praticien et les équipes médicales, de dire j'ai ma liste de patients, ça s'allume vert s'il a dit que ça allait, ça s'allume rouge si ça allait pas, on a le détail, on sait pourquoi, on remonte les alertes. Tout ça, c'est tout le travail de la techno qu'on a mis en place. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir réutiliser toutes ces briques-là pour suivre un maximum d'autres spécialités, en changeant les conseils, évidemment. Si tu dis j'ai mal aux dents, ou si tu dis j'ai mal ailleurs, ou si tu demandes un conseil sur le tabac alors que tu as une opération qui n'a rien à voir, voilà, forcément, les conseils en phase vont changer. Mais le principe global du SMS avec l'accès personnalisé, etc., tout ça, c'est duplicable sur quasiment, alors, pas prendre des pincettes, mais sur beaucoup en tout cas, de spécialités ambulatoires. Et c'est 7 à 8 millions d'interventions en France par an. Donc il y a déjà de quoi faire. Ouais, il faudrait des choses qui soient un peu cycliques. On sait qu'il n'y a pas trop de risques et pas trop de. Il faut regarder aussi que derrière, il n'y a pas trop de. Pas vraiment de comorbidité, mais du fait que d'aggravation possible. Parce que c'est là où il faut être, je pense, C'est ça, et c'est pour ça que nous, très compliqué, quoi. on a configuré notre alerte de façon presque trop sensible, Mm. dans le sens où si on a le moindre, c'est même pas un doute, du coup, c'est vraiment configuré pour que ben, si on est sûr que c'est quelque chose qui est bénin, entre guillemets, parce que le patient nous dit j'ai mal à 3 sur 10 et ça diminue, là, on ne prend pas trop de risques en lui rappelant les conseils et en allant prendre de ses nouvelles. Et inversement, si on dit j'ai mal entre 7 et 10 et que la douleur augmente, bah, c'est pareil, on n'a pas vraiment de doute, on fait le décrochage. Mais on met presque plus de décrochage que par essai. Et malgré ça, on a quand même des taux de retour et des taux de patients à rappeler qui sont très très faibles par rapport à ce qui devait être géré avant sur le rappel de conseils un peu simples sur lequel tout le monde perd du temps. Alors qu'aujourd'hui, on a une solution qui permet de le faire de façon plus simple. Et du coup, aussi bien le patient, lui, est rassuré en temps réel, parce qu'il a cet outil-là qui n'existait pas. Et d'un autre côté, le chirurgien gagne beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, quand il est en consulte, il n'a pas 3 SMS qui tombent pour lui demander s'il faut mettre du froid. Mm. Et donc, il gagne du temps médical de qualité avec ses patients aussi, quand il est en consultation, parce que son téléphone ne sonne pas toutes les 2 minutes pour des conseils que Assist.PO est capable de donner sans trop de risques. Et du coup, enfin, là, dans ce cas précis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si dans le service, le taux de rappel est très sensible, c'est pas grave, vu que derrière, sinon, il fallait rappeler tout le monde. Donc, dans tous les cas, même si c'est trop sensible, c'est quand même mieux parce qu'on élimine toutes les personnes qui vont très bien et qui disent qu'ils vont très bien. C'est ça, J'imagine. et puis l'avantage de l'alerte, cas précis d'un de nos premiers clients dentistes, qui fait une intervention un vendredi. Alors évidemment, aujourd'hui, samedi, dimanche, quand c'est rappelé par des infirmières des cabinets dentaires, c'est le cabinet est fermé, personne ne rappelle. Donc les gens qui sont opérés le vendredi, il y a même des chirurgiens qui n'opèrent plus le vendredi parce qu'ils ne sont pas en mesure et ils n'ont pas envie de faire ce suivi-là le week-end. Là, il se trouve que c'était un patient qui avait été opéré un vendredi. Samedi à 20h, donc on envoie les SMS le lendemain matin vers 9-10 heures pour les patients.
qui ont été opérés donc la veille. Et là, ça sortait du cadre parce que c'était le samedi soir, à 20h45, un patient qui déclare une douleur. Et cette cliente dentiste, qui jusque-là, tout avait été géré par Assispo, donc elle opère bien, a priori. Elle n'a pas eu trop de suites compliquées. Et là, première fois qu'elle reçoit une alerte de douleur. Donc, elle rappelle le patient. Et en 5 minutes, c'était géré. Il avait vraiment mal, pour le coup. Il y avait une vraie urgence qui, dans un autre temps, sans la CISPO, aurait dû être gérée le lundi matin. Il aurait fallu qu'il revienne, ou entre deux, il serait allé aux urgences. Il y aurait eu des complications, il aurait fallu réintervenir. Donc, c'est évidemment à souhaiter à personne, ni au patient qui passe le week-end avec son problème, ni au praticien qui doit reprendre en urgence des interventions le lundi en arrivant. Elle lui a redonné les bons conseils. En 5 minutes, c'était géré. Et elle a eu son week-end tranquille, et le patient aussi. Et c'est vraiment l'objectif. Donc, je t'ai dit, là, sur, je sais pas, peut-être une centaine de patients qu'elle a suivis, elle a eu ce seul rappel-là, qu'elle a pu gérer un samedi soir en 5 minutes depuis son téléphone. Là, finalement, le chatbot, c'était vraiment ton truc. La santé, t'arrivais là un peu, c'est vraiment une thématique qui t'intéressait beaucoup. C'est vraiment l'opportunité de la personne qui était un peu acculturée sur le domaine et qui voulait le tenter. C'était un peu l'opportunité ou c'est un domaine qui t'intéresse d'avant? Moi, c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps, de par historique familial, mais aussi tous les sujets techno. J'ai rien à t'apprendre, hein, dès qu'il y a des nouvelles techno, globalement, ce qui est intéressant, c'est dans la santé, souvent, en application concrète, notamment en intelligence artificielle, sur tous les domaines de l'intelligence artificielle. Et donc, assez logiquement, c'est des sujets, moi, qui m'intéressent, sur lesquels j'interviens quasiment depuis que je suis à mon compte, même un petit peu avant, que je commençais à regarder, sur lesquels j'ai commencé à nouer des liens sur des réseaux d'entrepreneurs dans la santé, des choses comme ça, plus sur l'aspect communication, marketing à la base. Et petit à petit, en avançant sur les sujets techno, j'ai creusé un peu les sujets technologiques aussi. Ce qui fait que quand l'occasion s'est présentée, j'ai été mis en relation avec le docteur Dolfeller par un contact commun qui savait que lui essayait de monter du chatbot en santé, qui me connaissait moi, savait que je m'intéressais au chatbot en santé et qui s'est dit à un moment donné, parlez-vous et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc ça a vraiment commencé comme ça. J'ai été assez vite séduit par l'approche. Je te parlais tout à l'heure, le fait de commencer par l'analyse d'historique, etc. Pour une équipe médicale, j'ai fait super, génial, allons-y. Déjà, c'est que a priori, ça va dans le bon sens. Et puis on s'est retrouvé sur plein de sujets et petit à petit, on a construit le produit à partir de ça. Et ce qui marche bien, c'est qu'on a l'expertise médicale de Jean David d'un côté, qui opère au bloc opératoire depuis une quinzaine d'années, qui est passé par la PHP, qui est, comme je te disais, dans les instances de la Société française de la spécialité, et tout ça. Donc, médicalement, c'est costaud. Et ce qui nous permet d'avoir développé la techno autour. Tout ce que je rêvais de faire depuis 3-4 ans avec les différentes technos, là, je le fais pour de vrai. Et je le fais à ma main et je le fais comme je veux, avec les devs, évidemment, qui m'aident à construire tout ça et qui ont apporté beaucoup, beaucoup au projet. Mais au moins, je peux le faire comme je veux. Si je me dis que demain, je vais ajouter une personnalisation un peu compliquée parce que ça le nécessite dans ces spécialités-là, ou parce que j'ai l'impression que pour tel type de pivot, on en reparlera plus tard, je ne vais pas trop dévoiler pour l'instant. On a d'autres sujets dans la santé qui sont intéressants. Au moins, on peut y aller, quoi. Alors, ça demande un peu de dev, ça demande tout ça, mais le fait de maîtriser toute la chaîne jusqu'à la validation médicale, c'est quand même un plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 18 mois, on a dans les mains un produit qui mérite, qui aurait dû mettre beaucoup plus de temps que ça à sortir, avec une équipe plus classique, entre guillemets, même si nous, on a toujours, je te dis, moi j'ai toujours la partie conseil aussi, évidemment, parce qu'il faut quand même rentrer un peu d'argent pour l'amorçage. Jean-David, lui, opère toujours au bloc, mais il s'est dégagé du temps pour être sur des vrais jours à consacrer au projet. C'est pas juste un side project comme ça peut arriver certaines fois. Donc, il est vraiment sur le projet. Et on a une équipe de dev qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit qui tient vraiment la route. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe, donc on a, je te disais, donc Jean-David, il y a moi, on a un lead dev, Régis, qui était là même avant que moi j'arrive, qui avait commencé les premières briques d'envoi de SMS et
ces choses-là, qui avait trouvé en plus, gloire lui en soit rendue, j'en profite, qui avait trouvé l'outil BotPress que moi j'avais dans un coin de la tête, mais je n'avais pas eu le temps de tester encore, qui aujourd'hui est le socle de ce qu'on fait, qui est un outil québécois à la base, qui a levé plusieurs millions il y a quelques mois, avec qui on est en contact très étroit parce qu'ils sont d'habitude ils font plutôt du bot de service client. Là, ils se sont rendus compte qu'on faisait des choses dans la santé, etc. Ils sont très très friands de tout ça, donc ça les botte bien. Et on a développé beaucoup de briques autour via des API maison qu'ils n'ont jamais vues autour de leurs produits, donc c'est assez intéressant sur les échanges. On a un deuxième développeur, Jonas, qui est sur la partie back-office praticien plutôt, toutes les fonctionnalités de back-office, toutes ces choses-là. Donc, c'est les deux devs. Régis, lui, est vraiment toute la partie infra, toute l'architecture, tout le lien entre la création et ensuite le lien et la maintenance et l'évolution surtout, parce qu'on lui a fait faire évoluer pas mal de choses en cours de route, parce que forcément, on y va en apprenant aussi. On apprend en y allant, justement. Et tout ce lien entre les différentes briques, tous les liens entre les différents outils. Et puis, on a aussi un UX, Frédéric, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est basé dans le Nord aussi, comme toi, qui a designé le petit robot que tu as pu voir, mais aussi toutes les interfaces patients et les interfaces praticiens, tout le back-office, le web chat sur mesure, etc. Donc voilà l'équipe aujourd'hui qui compose la 6PO au quotidien depuis un an, un peu plus, 18 mois. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a déjà il y a une personne, comme tu dis, qui a une grande dominante dans la médecine, mais aussi qui a un cadre d'application dès le départ, quoi. C'est aussi votre premier client et ça permet vous n'attendez pas le premier client pour commencer à avoir des retours, quoi. Vous êtes déjà confronté au marché, déjà confronté aux clients, il y a déjà des améliorations continues. Et On a pu tester assez vite. ouais, Ce qui c'est est ça. important, c'est qu'on a pu tester assez vite et que la solution pour ces patients, à lui, tourne depuis le mois d'avril ou de mai l'année dernière. Mm. Donc, tu vois, on a déjà eu pas mal de cas à pouvoir gérer et pas mal de petites affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'être un peu plus sûr de nous, déjà, sur la Mm, validation et mm, mm. l'évaluation. Mais ce qui nous permet aussi de voir un peu plus loin. Il y a toute une partie dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas du post-opératoire, mais qu'on a ajouté, qui peut paraître toute bête, mais on fait remplir les questionnaires médicaux au patient quand il arrive à sa première consultation. Le dentiste est tenu d'avoir ce document-là à jour, sauf qu'aujourd'hui, et d'autant plus en temps de Covid, imprimer la feuille, lui donner quand il arrive, lui donner un stylo, lui faire remplir, passer au chirurgien, ensuite le chirurgien la repasse après la consulte pour la numériser, etc. Aujourd'hui, le patient arrive dans le cabinet, l'assistante lui demande juste son numéro de téléphone portable. Pendant qu'il est en salle d'attente, il remplit sur son propre téléphone en discutant avec les CISPO, qui encourage en plus, qui est bienveillant parce que c'est un peu long, Mm. faut être honnête. Et quand il passe en consulte, le chirurgien a tout sur son écran. Il valide les différents items en discutant avec lui, en faisant sa consultation. Il clique sur Générer le PDF et terminé, c'est attaché à son logiciel de gestion de patient. Donc, on lui fait gagner beaucoup de temps. Et toute cette partie-là, on a des applications. Alors là-dedans, il n'y a pas d'intelligence artificielle vraiment. On n'a même pas besoin de savoir gérer les gestions de champs libres et la compréhension du langage naturel, parce que c'est beaucoup de boutons à cliquer sur des listes à donner ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'applications concrètes qu'on imagine dans le futur sur cette base-là, parce qu'on se rend compte que la conversation, même simple, même très guidée, via ce questionnaire-là, nous permet d'emmener les gens jusqu'au bout. Je te dis, le questionnaire, il fait entre 5-6 minutes pour tout répondre, donc c'est quand même un petit peu long. Et malgré ça, on a entre 85 et 90% des gens qui cliquent, qui viennent, qui vont jusqu'au bout. Donc c'est ce côté conversation qui fait que déjà, tu as envie d'aller au bout parce que ton chirurgien te l'a demandé, ça évidemment, mais surtout, tu as le robot qui vient t'encourager, qui vient te tenir au courant que attention, il ne reste plus que 5 questions, tu es bientôt arrivé, des choses comme ça, qui font que c'est quand même moins douloureux que de remplir un formulaire un peu mal fichu, qui passe pas forcément bien sur l'écran du mobile, etc. quoi. De toute façon, je sais que la plupart du temps, en entreprise, il y a des personnes, ils veulent absolument faire, ils aiment plus la solution finalement que le problème. Et ils disent, ah tiens, je vais forcément faire du deep learning ou du machine learning. Ça, c'est beaucoup quand je vois des étudiants, parce que je vois beaucoup d'étudiants, à chaque fois, ils sont là, ils disent, ah tiens, on va faire du deep learning, etc. Et des fois, il y a des choses qui peuvent être faites avec juste des règles, en fait, juste des systèmes experts avec juste quelques règles. Et je fais, du coup, je donne des cours de NLP. Et le premier exercice qu'ils ont, en fait,
ils font pas du machine learning, c'est la détection de langue, mais rien qu'en regardant les stop words de chaque langue et de se dire, bah voilà, en fait, la langue qui a le plus de stop words, c'est la langue de prédiction. Et on arrive à 99% de résultats. Ils font ça en 10-15 minutes. Ils arrivent en 10-15 minutes à trouver, bon, à coder, à faire des boucles, machin, etc. Et dans 10-15 minutes, ils ont une fonction qui arrive à 99% dans 99% des cas à résoudre des trucs de langue. Alors que s'il avait fallu le faire en machine learning, ça aurait pris rien que de se dire en entreprise, il faut chercher les données, il faut regarder si les données sont de bonne qualité, il faut voilà, tout faire ça. En fait, ça aurait pris plusieurs semaines, alors que là, pour les étudiants, bah, ça prend quelques minutes. Donc des fois, il faut vraiment se poser la question déjà du problème, c'est quoi le problème, de bien se poser les questions, et après, quelles solutions peuvent être possibles. Et la solution, c'est pas toujours forcément du machine learning. Et même en tant que data scientist, le but, c'est pas forcément de mettre du machine learning tout le temps. Le but, c'est de trouver une façon de résoudre le problème du client, quoi. Donc, je te rejoins assez dessus, je suis assez d'accord avec toi sur ça. C'est que bon, bah, même sur les chatbots, il n'y a pas forcément besoin d'aller forcément très pousser. Le but, c'est de répondre au problème. Et si dans le problème-là, on n'a pas forcément besoin de machine learning, de deep learning, bah, on n'a pas besoin, et puis c'est tout. On résout le problème. Et on n'est pas là pour mettre du deep learning partout. Complètement. Et quand tu parlais de cycle tout à l'heure, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est le cas dans ton domaine aussi, que ça commence à être un peu plus pris en compte. Ce côté, bah, on n'a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour enfoncer un clou, quoi. Ouais. Après, ça dépend, je pense que ça dépend du niveau de maturité, de la ville dans laquelle on se situe. C'est vrai que sur Paris, sur Lille, ou dans de grandes villes où il y a beaucoup de maturité enfin, beaucoup de maturité, les maturités sont quand même différentes, mais il y a quand même une maturité sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a ces choses-là. Et aussi, ça dépend des groupes aussi. Souvent, les plus grands groupes, ça fait plus longtemps qu'ils font des POC, ils se sont déjà cassés les dents plusieurs fois en essayant de faire des choses trop complexes qui ne marchent pas et beaucoup d'argent sur ça. Donc maintenant, ils ont tiré un peu des erreurs qu'ils ont fait. Donc je pense que voilà, la maturité est encore quand même différente chez tout le monde, mais en tout cas, globalement, c'est vrai qu'il y a une maturité de ce côté-là. Et finalement, c'est pas que sur l'intelligence artificielle, je pense dans n'importe quel domaine. Je pense que même dans l'assemblage, dans la ligne d'assemblage, j'y connais rien, mais je pense que on peut faire des choses très simples. Et aussi, on peut prendre les toutes dernières machines qui peuvent faire, je sais pas encore quoi, parce que je n'y connais pas dans le domaine, mais je pense que voilà, ce problème-là, il n'est pas spécifique, je pense, à l'intelligence artificielle. C'est un peu de bien comprendre en fait la technologie et de savoir ce que la technologie peut faire. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre les bonnes décisions. C'est vrai que des fois, c'est difficile quand c'est un domaine qu'on ne prend pas bien et qu'on ne maîtrise pas bien de prendre les bonnes décisions parce qu'on s'imagine, on fantasme sur ce que ça peut faire. Et alors que c'est pas du tout ça. C'est d'où l'importance des fois de se faire bien accompagner. Des fois, les gens, des fois, ils se disent on va le faire dans notre coin, etc. Ils prennent du temps. Alors que des fois, de se faire accompagner en quelques semaines, en quelques mois, des fois, ça peut tout changer sur la perception du problème que l'on a, de savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec la technologie et comment créer une première équipe qui peut résoudre des premiers problèmes et de viser un peu des quick wins avec très peu de temps de développer des problèmes et voilà, avec les 20%, avoir les 80% de résultats et d'avoir des premiers retours sur investissement. Parce que c'est ça aussi le problème des chatbots ou des l'IA en général, c'est qu'on investit beaucoup d'argent et dans beaucoup de cas, comme on n'a pas ce côté objectif derrière, bon, on n'a pas les retours sur investissement par rapport à tout ce qu'on a pu investir de base. Exactement, bah, c'est exactement ça. Complètement, 300% d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ouais, c'est vraiment le nœud du problème. Et bon, j'espère qu'on commence à en voir le bout. Mais en tout cas, j'espère que c'est peut-être un peu pieux, mais en tout cas que ça va dans le bon sens. Ouais, j'espère aussi. Il y a une question aussi, donc tu l'avais mentionné tout à l'heure, mais je ne sais plus exactement le nom. C'est quoi la stack technique que vous utilisez pour faire tourner tout ça? Donc pour la base du chatbot en tant que tel, on utilise BotPress, l'outil canadien dont je te parlais tout à l'heure, qui nous permet de gérer aussi bien les parcours, un peu statiques si on veut, que la détection d'intention, etc. Ils ont un moteur qui est préintégré, donc encore une fois, pas besoin de réinventer la roue et d'aller brancher des modèles compliqués dédiés aux Français, très précis, etc. On n'a pas besoin d'aller aussi loin, donc on utilise les features qui sont directement chez eux. Et par contre, tout ce qu'il y a autour, la base de données patient, le lien entre la base de données et BotPress pour aller chercher les bonnes infos au bon moment, pour faire les personnalisations, tout ce genre de choses.
tout est dev maison sur une base Python Django pour l'admin, pour les puristes. Voilà en gros comment ça tourne, sachant que autour de WordPress, tout l'envoi des SMS, tout le back-office, tout ça, tout est maison. Et pour Aspeo, où tu vois le projet dans 5 ans? Nous, l'objectif, comme je te disais, c'est qu'on a commencé par le dentaire, par la chirurgie orale. L'objectif, c'est d'aller vers toutes les spécialités ambulatoires. De l'orthopédie, de la chirurgie bariatrique, de la chirurgie esthétique, tout ce qu'on veut, qui est en ambulatoire et qui nécessite ce suivi qu'aujourd'hui on est capable de systématiser et d'accompagner. Alors évidemment, je ne vais pas te dire j'ai créé une startup pour changer le monde, mais les indicateurs à long terme, si on se dit qu'on va avoir un impact, c'est de se dire qu'on voit l'évolution dans les chiffres du ISATIS par exemple, qui est le questionnaire de satisfaction nationale sur les établissements publics comme privés. L'ambulatoire aujourd'hui, il y a une note sur comment ça se passe la préparation de l'opération, qui est très bien notée, autour de 9 sur 10. Comment se passe l'opération une fois que le patient est dans les murs de l'établissement, c'est à peu près noté 9 sur 10 aussi. Et le suivi, par contre, lui, est noté 7 sur 10. Donc, c'est pas juste une vue de l'esprit et une remontée d'un chirurgien, c'est valable pour toutes les spécialités ambulatoires et on a besoin d'être meilleur sur ce suivi. Et donc, si Assist.PO est capable de rendre ce service-là à un maximum de Français de façon la plus accessible, comme je te disais, possible, alors évidemment, il faut avoir un smartphone. On verra demain si on peut faire une version vocale pour appeler les gens sur un téléphone fixe, pourquoi pas, pour être vraiment le plus accessible possible. Mais en tout cas, si dans 5 ans, on voit que l'item suivi du ISATIS s'est amélioré, que les indicateurs de qualité de suivi se sont améliorés, à minima au moins là où Assist.PO est déployé, ça sera déjà une belle victoire. D'accord. C'était un peu la dernière question que j'avais sur ce thème-là. J'avais un dernier thème que j'aimerais aborder avec toi. C'est que du coup, tu as créé aussi une chaîne YouTube sur le domaine de la data, de l'intelligence artificielle. Et je me demandais voilà, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Est-ce que tu peux me parler de ta chaîne, pourquoi tu l'as fait, quel contenu tu fais? C'est le moment un peu de ça parce que j'ai regardé pas mal de tes vidéos et c'est vraiment très intéressant. C'est sous forme d'interview aussi. On voit des experts parler de leur domaine, on voit des gens passionnés parler et moi ça m'intéresse beaucoup. Donc je ne vais pas trop en dire, je te laisse, je te Merci, laisse écoute, je suis expliquer. ravi. Merci pour ta fidélité et pour ton mot gentil sur la chaîne. Euh, la chaîne a commencé où en fait, moi, j'ai fait beaucoup de contenu sur la tech, comme je te disais au début, mais c'était principalement du contenu écrit et pas mal d'interviews d'experts, des choses comme ça. Et j'ai eu envie de passer à la vidéo. Parce que c'était à l'époque, je dis l'époque, comme si c'était il y a des milliers d'années, mais c'était en 2016, je crois. Voilà, j'ai voulu passer à la vidéo et ça me permettait, à côté des missions de conseil, etc., de prendre un peu de hauteur sur le sujet et d'aller rencontrer des gens qui étaient vraiment dedans, pour le coup. Alors aussi bien des têtes d'affiche, entre guillemets, que des gens beaucoup moins connus que je trouvais en lisant des papiers de recherche ou en étant mis en contact, etc. Ce qui permet d'avoir voilà, un éventail de profils quand même assez différents. En tout cas, c'est l'objectif. Et l'idée, c'est de parler de tech, mais en prenant de la hauteur et pas en se focalisant sur je fais une démo d'un produit ou je vends ma boîte ou tout ce que tu veux, euh, mais vraiment en essayant de prendre un peu de hauteur sur un sujet. Alors souvent data, intelligence artificielle, parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités aussi de rencontrer des gens intéressants, notamment Stuart Russell, qui était un des pionniers dans les années 80-90, mais aussi des plus récents, ou même des gens comme Claudie Nuret, par exemple, la première femme française dans l'espace quand même. Euh, et voilà, prendre la hauteur sur ces sujets-là. Les formats jusqu'à les premières saisons, on voyait uniquement la personne interviewée. Petit à petit, j'ai inséré des présentations où on me voit, où j'ai pris un peu plus d'assurance petit à petit pour mettre en forme, pour présenter, faire le lien entre les séquences, etc. Mais le principal, ça reste la personne interviewée. Et sur certains sujets, quand c'est possible, et c'est de plus en plus le cas, j'essaye en tout cas, d'avoir plusieurs points de vue dans un même épisode. C'est le cas, par exemple, pour rester dans l'intelligence artificielle en santé, d'un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner au CHU de Bordeaux, où ils ont fait un modèle qui va devenir prédictif, du coup, mais qui était surtout analytique sur la période de Covid, d'analyse des comptes rendus des appels qui arrivaient au SAMU. Et ils se sont dit, après coup, comment on aurait
pu être capable de détecter les symptômes Covid sur ces premiers appels au moment où on ne connaissait pas. On ne savait pas ce que c'était les symptômes de cette nouvelle maladie qui à l'époque n'était pas connue. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont entraîné leurs algos pour comprendre ce qui s'était passé, comprendre comment ça se matérialisait dans les comptes rendus du SAMU, qui sont les comptes rendus texte, hein, donc là on est dans le NLP aussi, et pour se dire surtout la prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois, on sera staffé pour comprendre, pour avoir des modèles qui tournent et qui nous permettent d'aller plus vite sur la détection de ces symptômes, d'une nouvelle maladie, d'un virus, de tout ce que tu veux. Et pour expliquer cette façon de construire l'algorithme, etc., j'ai fait un épisode où il y a un praticien hospitalier, 2 praticiens hospitaliers d'ailleurs, une docteure responsable du plateau du SAMU, 33, qui représente quand même un bon petit paquet d'appels par mois, un praticien hospitalier qui est lui aux urgences, donc qui récupérait les patients qui arrivaient depuis la régule, et un directeur de recherche de l'INSERM spécialisé en épidémiologie, qui avait commencé avec le praticien des urgences, et ils avaient déjà commencé avant Covid, et c'est pour ça qu'ils ont lancé le projet. Alors ça tombait bien, entre guillemets, parce que le projet a commencé à ce moment-là, sur la récolte de données, etc., donc ce qui était une bonne chose, a commencé à jouer un petit peu avec des algos type Transformer, des choses comme ça, pour faire de l'analyse de texte. Et derrière, ils ont sorti une étude, vraie étude scientifique sur le sujet. Donc voilà, l'idée, c'est de vulgariser ça, qui peut paraître complexe sur les sujets techno, mais de le vulgariser pour que tout un chacun, alors qui est un peu sensibilisé quand même, on ne va pas se mentir, mais malgré tout, il faut que ce soit le plus accessible possible. Et quand on parle musique et d'IA avec André Manoukian, ou de IA et santé, aussi bien avec soit Michel Simès, soit des praticiens du terrain, voilà, l'idée, c'est d'avoir ces différents points de vue et de les avoir tous sur la chaîne pour essayer de donner un peu de hauteur à tout ça. D'accord. Je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller faire un tour parce qu'il y a vraiment pas mal de contenu, il y a vraiment beaucoup d'interviews et il y a beaucoup de choses de qualité, il y a de quoi faire. Merci. On arrive vers la fin de l'interview. À chaque fois, je pose toujours les 4 mêmes questions à la fin des interviews. C'était, du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut, par exemple, quelqu'un qui est data scientist, parce que autour de cette chaîne-là, c'est quand même beaucoup des data scientists, qui voudrait se dire, tiens, j'ai envie de travailler dans tout ce qui est chatbot, natural language processing, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? De faire des choses, de ne pas hésiter, de prendre un problème, d'essayer de le résoudre, de faire des tests, de commencer avec des outils gratuits tout simples, pourquoi pas, de ne pas se fixer de limites particulières, alors qui sont les limites des premiers outils que tu utilises forcément, mais qui permettent déjà de faire pas mal de choses. Et juste voilà, de faire et de faire tester surtout à des vrais gens, des vrais utilisateurs. Une fois qu'on a quelque chose qui tient à peu près la route, c'est vraiment le plus important. De vraiment se confronter à des utilisateurs finaux qui vont utiliser ton service, qui vont discuter avec ton chatbot. C'est valable pour n'importe quelle appli mobile que tu crées, hein, c'est un peu le même principe. Mais c'est vraiment tester, faire des choses. Il y a des startups de chatbots qui se sont lancées sur des idées parfois un peu simples ou simplistes, mais qui rendent un vrai service et qui n'ont pas besoin d'un gros stack technologique pour réussir à rendre ce service-là. Donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter et il faut tester. Et est-ce que tu as un livre que tu conseilles souvent? Sur le sujet, moi, je conseille souvent Rebooting AI de Gary Marcus et Ernst Davis, je crois, si je n'écorche pas son nom, qui sont deux chercheurs américains. Gary Marcus, beaucoup sur les sujets de neurosciences, neuropsychologie, et qui a eu aussi une boîte de machine learning. Donc voilà, il a bien compris le sujet. Et c'est assez intéressant sur justement de se dire que machine learning, deep learning, alors c'est sûrement très bien, il y a beaucoup de fonds en ce moment sur ces sujets-là, mais que si on veut faire une intelligence artificielle qui comprend réellement ce qui se passe, pas uniquement une analyse de données avec une entrée et une sortie, et au milieu on ne sait pas trop ce qui se passe, on espère que ça génère une sortie intéressante. Si on veut quelque chose qui comprend vraiment les problèmes, faudra aller plus loin que ça. Et donc au-delà du constat, il fait des débuts de propositions, notamment sur des modèles qui pourraient être des modèles hybrides, qu'on commence à utiliser un petit peu en traitement du langage notamment, qui sont un mix d'intelligence artificielle symbolique, un peu à l'ancienne avec des règles, des dictionnaires, etc., des ontologies des dictionnaires, mais avec la puissance du machine learning et du deep learning pour faire de la comparaison, du calcul plus complet,
Mais en tout cas, pour lui, et je partage assez cet avis, l'idée c'est qu'il faudra réunir à un moment donné les deux écoles pour, pour s'en sortir et pour avoir quelque chose qui soit un peu plus robuste. Ouais, j'ai lu le livre et vraiment, pareil, j'ai vraiment bien aimé ce chose-là, parce que ça a changé, c'est un peu frais par rapport à tous d'autres livres qui sont à fond deep learning, machine learning, même si moi, c'est des choses que j'adore. J'aime beaucoup le deep learning, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais c'est vrai que c'est clair, en fait, quand on comprend ce qui se passe dans le deep learning, ça va être jamais, on va pas faire de la vraie intelligence avec du deep learning. On sera vraiment très très bon pour résoudre une tâche très précise. Et ça, à part le deep learning, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe, qui est aussi puissant pour résoudre un problème très précis et pour travailler toutes les données qui sont non structurées. Ça, c'est vraiment, ça nous a fait une avancée énorme ces 10 dernières années grâce au deep learning. Mais, et voilà, mais voilà, pour l'intelligence artificielle en tant que telle, ça fera jamais vraiment de l'intelligence artificielle. Ça rejoint un petit peu l'idée qu'avec Luc Julia dans son Ouais, livre L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est qu'en fait, ça crée beaucoup de fantasmes d'appeler ça intelligence artificielle. Et lui, il aimait bien appeler ça l'intelligence augmentée. Du coup, ça fait IA quand même, mais c'est vrai que c'est plus ça, c'est plus de faire en sorte d'avoir plus d'informations sur une décision que l'on a envie de faire, de mieux prendre des décisions, de faire en sorte de faire plus de choses, d'automatiser des process, des choses. Donc ça, le machine learning, le deep learning est fait pour ça, mais c'est pas fait pour être intelligent finalement. Et parce que et finalement, même sur des exemples très complexes, des fois, ça va être très très bon. Et sur des exemples très simples qu'un humain pourrait résoudre, ça peut tout bêtement être à côté de la plaque, quoi. Donc ça, on a un gros manque de sens commun, et c'est ça que mettait en lumière du coup dans Rebooting AI. Il y a juste pas de sens commun dans le Rebooting AI, et le fait de ces modèles hybrides pourraient rapporter du sens commun à la puissance que peut apporter le deep learning sur des sujets un peu précis qu'on pourrait mettre ensemble. Et là, je rejoins un petit peu sur comment tu as expliqué au début le chatbot, c'était qu'en fait, il y a un problème, on essaie de créer une solution et on va agglomérer des briques. Et du coup, on pourrait agglomérer du coup un squelette dans lequel on pourra mettre du coup des deep learning pour résoudre un problème très précis et plusieurs services de deep learning qui résolvent des problèmes très précis si on en a besoin. Mais à la base, ce qui est important, c'est le squelette. Et les briques, après, elles arrivent selon ce qu'on a besoin de résoudre avec ce squelette-là. ouais, exactement. Et est-ce que tu as une situation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Un proverbe, pas Une vraiment, citation? mais Ou un ce truc qui qui me te vient guide, bien, un truc qui est dans l'esprit qui te guide. ouais, ouais, bah, sur les sujets comme ça, dès qu'on parle un peu de techno, de chatbot et d'intelligence artificielle, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien de construire une machine de guerre pour enfoncer un clou, quoi. C'est Hmm. vraiment ça. Et la dernière chose que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Donc là, c'est un peu ton moment. Est-ce que tu as envie de faire passer une idée, une promotion sur où les gens peuvent te retrouver? Voilà, ça, c'est un peu ton moment. Bah, écoute, le message à faire passer, j'ai essayé de le faire passer depuis tout à l'heure. J'espère que c'était le cas, mais sur le fait voilà, d'être conscient des technos qu'on a à disposition, de leurs avantages et de leur super potentiel, mais en même temps de comprendre les limites. Et quand on se lance dans un projet, d'en être conscient, surtout pour faire des vraies choses qui rendent vraiment service. C'est vraiment ça le message. Et puis, si on veut boucler un petit peu sur Regard Connecté et le sujet interview et vidéo, c'est voilà, alimentez-vous avec un maximum de sources différentes. N'hésitez pas à aller voir plein de choses qui ne sont pas forcément de votre obédience ou de votre avis d'ailleurs, mais quel que soit le sujet. Mais renseignez-vous, creusez les sujets. Si vous voulez, et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour le fait de faire et de tester. C'est pareil, s'il y a des sujets qui vous intéressent, allez-y, quoi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour tester des choses en machine learning ou pour faire un chatbot qui commence à être un peu intelligent. Faut surtout pas hésiter, faut y aller, quoi. Hmm. Bah, du coup, merci Thomas d'être venu. Ça m'a vraiment très intéressé de du coup discuter avec toi et je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par la data, les chatbots, etc. Merci à toi pour l'invitation et pour l'échange. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette interview. J'espère que le sujet vous a plu autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Bye.